you die in this house, Joseph? Father. The blind always live in the rooms they live under. We all go a little mad sometimes. Listen to them. Children of the night. What music they make. I don't belong in the world. That's what it is. Oh, you're so cool, Brewster. Silent breed is people! You're next! You're next! You're next! All right, bonjour, bonsoir, bienvenue à Rétro Terreur, un podcast dans la famille de Terreur sur le pod. Et j'ai le grand bonheur ce soir, ou cette nuit, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez, de recevoir Mick de Horreur Podcast Québec. Salut Mick! Salut Serge, ça va? Oui, toi? Yes. Comme je t'ai dit, un peu hors d'onde, pas stressé, mais je suis pas en terrain connu, là, fait que je suis ton tango un peu là, pour Rétro Terreur. Là. Il n'y a pas de problème. On va faire ça très, très simple. Donc, aujourd'hui, on va partir ça avec le premier film de Dario Argento. C'est pas pour rien que je t'ai proposé, entre autres, du Dario. Mm-hmm. Puis, j'avais pensé peut-être te demander éventuellement de me donner 3 raisons d'aimer Suspiria, mais je vais attendre que Bruno soit impliqué aussi parce que à un moment donné, j'en ai parlé avec Bruno puis il a dit « j'aimerais ça être là ». Fait que on attendra qu'il soit là à un moment donné, qu'on puisse en parler. Parfait. Mais le premier film de Dario Argento, le premier film aussi de la trilogie qui s'appelle Animalière. Ah, je savais même pas. Donc, c'est quoi les deux autres? Les deux autres, c'est Cat o' Nine Tails. Ok, oui, c'est celui juste après ça, je pense, c'est ça? Exactement, celui qui est le chat à 9 queues, qui disent en français. Et l'autre, c'est Four Flies on Grey Velvet. Ok. 4 mouches sur velours gris, quelque chose comme ça. T'es as-tu écouté? En fait, Cat o' Nine Tails, oui, puis il me reste juste le Four Flies à écouter. Ok. Puis on m'a dit des bons mots, par exemple, là, de celui-là. Okay. Fait que j'ai hâte de... Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les deux sont sortis en 71. Ok, ouais, quand même. Hein. Il a scoré 3 en 2 ans. Hein. Hey, tu dis, il était prolifique, Dario. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Donc, on va parler de ce film-là ce soir. Donc, The Bird with the Crystal Plumage. Donc, l'oiseau au plumage de cristal. Je dirais pas celui en italien. Peut-être que je dirais le titre tantôt. Là. C'est ça. Donc, premier film de Dario Argento. Premier film de la trilogie Animalière. Avant d'aller dans le film comme tel, Mick, j'aimerais que tu me parles de comment t'as découvert Argento? Ça fait combien de temps? Puis avec quel film? Oh, c'est... Avec quel film, ça, c'est facile? C'est Deep Red que j'ai découvert. Parce que, dans le fond, j'aime beaucoup les slashers. Puis, à force de me renseigner dans le monde de l'horreur, j'ai fini par voir les giallo. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça, les giallo? Le giallo? Puis là, j'ai été me renseigner. Puis là, ça disait que c'était basé sur comme des petits romans jaunes, que les couleurs étaient jaunes. Puis c'était tout le temps des meurtres et mystères, un peu ces choses-là. Puis c'était un peu le prédécesseur au slasher. Puis là, j'ai été voir Best Giallo à regarder. Puis Dario Argento sortait tout le temps. Puis Deep Red était solide d'un choix. Fait que c'est je te dirais, c'est là, peut-être 5 ans là, que j'ai commencé à découvrir. Peut-être un peu moins même. Là, je te dirais peut-être 4. Plus ou moins 4 ans, là, j'ai commencé à découvrir Argento. Là, après ça, j'ai vu Fulci. Fait que là, j'ai regardé... tu sais, majoritairement, c'est juste ceux-là que j'ai vu le Giallo. Là. Quand tu t'apprêtes à regarder ça, tu vois que la liste est tellement longue. Là, ils en ont tellement fait des Giallo. C'est comme un genre que j'ai peur de m'en aller plus loin là-dedans. Parce que j'ai l'impression que ça finira plus. Là. On dirait qu'il y en a tellement. Là. Mais, c'est terminable, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est en me renseignant à cause que j'adore les slashers. Puis j'ai vu que justement, pour connaître les Giallo, Argento, c'était pas mal une porte d'entrée très bonne. Là. Ah, absolument. Puis, je sais pas, est-ce que tu as vu Bay of Blood? Oui, j'ai vu Bay of Blood. Qui était pas dans la même année ou l'année d'après, c'est ça? Ouais, je pense que c'est à peu près... Ouais, je pense que c'est à peu près la même année. Là, j'ai découvert... c'est mon prochain épisode qui va sortir, là, parce que je voulais avoir un film influent, puis tu parles des slashers, puis Bay of Blood, je veux dire, entre toi puis moi, là, je veux dire, c'est... Friday the 13th, je suis sûr que Cunningham, puis... la gang qui ont été influencés, même Steve Miner, je suis sûr qu'ils ont dû voir Bay of Blood à un moment donné. C'est impossible. Ouais. Avec tout ce qui se passe là, dans le film, clairement. Clairement. Oui. Mais je dois avouer par contre que j'ai plus aimé The Bird with the Crystal Plumage que A Bay of Blood. J'ai hâte qu'on en parle, même si dans mes points négatifs, il y a des points positifs qui se retrouvent dans Bay of Blood. Mais c'est cool que tu fasses ceux-là parce que je pense que
t'es vraiment dans slasher qui s'en viennent un peu plus gory, là. C'est pas mal dans les débuts, on dirait, là. Moi, c'est le côté réaliste, pas réaliste, des fois, qui me garde le film ou qui me sort du film. On va en parler, parce qu'il y a des choses, je te dirais, des fois, que je trouve que c'est bien fait. Puis d'autres affaires, je me dis, tu sais, ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait gardé. Puis j'aurais dit, wow, j'aurais donné une note plus haute. Mais on va en parler là, pendant le film tantôt. Donc, le film d'aujourd'hui, L'oiseau au plumage de cristal, sorti en 1970. Puis là, je trouve ça spécial parce que c'est l'année de ma naissance. Ah ben, en plus. Je trouve que c'est un petit addon. Ça dure 1h38 le film. C'est aussi ce qui m'a surpris. Je savais même pas que Argento, je l'ai dit, c'est son premier film. Avant ça, il était scénariste puis critique de films. Ok, je savais même pas non plus. Bon, ben l'autre affaire qui m'a surpris, puis je sais pas si tu savais aussi, c'était co-scénariste de Il était une fois dans l'Ouest. Ah, ben non, je savais même pas. Mon Dieu, quand on écoute les credits, on pourrait voir Dario Argento là-dedans. Oui, donc il a co-scénarisé avec Bernardo Bertolucci et Sergio Leone. Quand même. Il était une fois dans l'Ouest, qui est comme, on s'entend-tu, c'est comme le film Western Spaghetti. En tout cas, pour moi, là, c'est le top. C'est incroyable, ce film-là. Mais oui, co-scénariste. Crime, quand même, il y avait des... C'est pas une renommée, mais c'est quand même de quoi de bon à son CV en motadi, là, à cette époque-là. Là. Ben oui, puis là, c'était un jeune, personne ne le connaissait, mais justement, Bernardo Bertolucci a décidé de lui confier ces règnes-là en disant, ben tu vas produire. Mais ça, c'était censé être, je te parlais tantôt d'un film qui s'appelle Screaming Mimi. C'était basé sur le roman de Frederick Brown, Screaming Mimi. Ils ont dit, on va faire une version film qui avait déjà été faite, là, je me trompe pas, je vais le dire tantôt, là, l'année exacte, peut-être en 58. Film que j'ai vu, là, je t'en parlerai tantôt. C'était avant The Bird. Avant The Bird, exactement. Je sais pas comment on va pouvoir référer au film Crystal Plumage, parce que The Bird, on va penser à Hitchcock, là, mais... Exactement. On dira Crystal Plumage ou plumage de cristal. Là, peu importe la version que ça te tentera. C'était avant le plumage de cristal, ça, Serge? Oui, c'est avant. C'est bon. Mimi, c'est avant ça. Il y a le fond est un peu similaire, je te dirais. OK. Si tu regardes les deux films, là, puis le roman, c'est un gars, vite fait, je vais en parler à la fin, là, parce que maintenant, je vais faire un segment qui va parler film versus livre. Puis comme le livre, je l'ai pas encore, je me suis pas tapé, je vais le faire hors enregistrement, mais je vais quand même en parler. Mais je vais quand même faire le comparable. Je vais te parler un petit peu de Screaming Mimi, parce qu'il y a quand même une influence. Sauf que Argento, il a décidé de faire un film plus à sa manière. Ouais. Il y a un fond qui ressemble au roman, mais il l'a vraiment tourné à sa manière. Fait que tellement qu'il y a eu des petites frictions comme ça arrive souvent avec producteurs, quoique c'est son père, là, Salvatore, je pense, qui a participé, puis il a fallu qu'ils partent une compagnie ensemble. Puis là, je me demandais, j'avais entendu ça à un moment donné, je sais pas si t'avais entendu, la compagnie Seda Spettacoli. Non. Puis Seda, ça vient parce que c'est Salvatore et pour Dario Argento. Fait que c'est Seda Spettacoli. Donc ça, c'est leur compagnie qui ont formé pour pouvoir produire ce film-là. Puis ensuite, ben là, ils ont pu travailler sur le film. Tourné en 69, en septembre, ça a duré 6 semaines. Ensuite, c'est sorti en 70, là, au début 70, je pense à février, je me trompe pas. Puis là, c'est ça. Donc, je peux parler du synopsis, si tu veux, fiche technique. Puis après ça, on jase un peu plus en détail du film. Pas de trouble. Je vais te parler un petit peu des comparables avec Screaming Mimi. Parce que je me suis... il est trouvable sur YouTube, là, pour les gens qui veulent l'écouter. Là, moi, je l'ai écouté sur YouTube, Screaming Mimi, puis... c'est pas super fantastique, mais j'ai aimé quand même faire le comparable entre les deux, je te dirais, là. Tu as fait l'exercice pour nous autres, dans le fond. Voilà, je me suis sacrifié. C'est bon. Donc, Sam Dalmas, c'est un écrivain italo-américain qui vit à Rome avec sa petite amie Giulia, qui est mannequin. Puis, la nuit précédant son retour aux États-Unis, il est témoin de l'agression d'une femme par un mystérieux individu vêtu d'un imperméable noir, donc Giallo, Giallo Faubain. Donc, essayant de lui porter secours, il est piégé entre les deux portes automatiques d'une galerie d'art et ne peut qu'observer pendant que l'assaillant s'enfuit. La femme, Monica Ranieri, épouse du patron de la galerie, survit à l'attaque, mais la police confisque le passeport de Sam pour l'empêcher de quitter le pays, pendant qu'il pourrait être un important témoin. Sam est alors hanté par ce qu'il a vu cette nuit-là, hanté Youbette. Persuadé qu'un élément important lui échappe, lui et son ami deviennent les nouvelles cibles du mystérieux agresseur. C'est un bon résumé, ça.
Très bien, même, hein? Très bien résumé sans spoiler, là. C'est bon. Donc, on n'est pas encore dans le spoil. Dans la fiche technique, j'en ai parlé tantôt. Là, je vais le dire, je vais me pratiquer mon italien. Là. Donc, le titre original, c'est L'uccello dalle piume di cristallo. Donc, c'est pas pire. Hein? Ben, la musique et l'oreillo. Oui, ça l'a. Donc, réalisé par Dario Argento, scénarisé par Dario, qui vient du roman de Frederick Brown, Screaming Mimi. La musique, notons-le, de Ennio Morricone. OK, ouais. Là, mon Dieu, quand même. Et puis, m'être honnête avec toi, je n'étais pas sûr que ça paraissait tant que ça, moi. Puis, un des éléments, je te brûle tout de suite. Là. Ouais. Par moment, la musique est partie. J'ai dit, what the fuck, qu'est-ce que ça fait dans cette séquence-là? Puis, j'ai pas haï la musique, mais quand j'ai vu que c'était Morricone, j'ai dit, OK, c'est peut-être pas sa meilleure, mais bon. Non, c'est pas sa meilleure, certain, parce que je suis d'accord avec toi que des fois, elle était quasiment trop présente, là. Fait que, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas sa meilleure. Ouais, fait que j'ai même été surpris quand j'ai dit OK, ça vient de lui ça. Donc photographie de Vittorio Storaro. Bon, je suis pas mal dans la fiche technique ce que je voulais indiquer. Sorti le 19 février 70 en Italie, en France le 20 juin 71, comme un an et quand plus là, plus tard quand même. Là. Donc la distribution, Tony Musante qui fait Sam, Susie Kendall qui fait Giulia, Enrico Maria Salerno qui fait le commissaire Morosini, Eva Renzi qui fait Monica, Mario Adorf qui fait Berto, donc Umberto Rao qui fait Alberto Ranieri, le mari de Monica. Berto Consalvi, c'est le peintre, là, c'est l'artiste. J'adore cette scène-là. Ah oui, on en parlera parce que oui, moi c'est la même chose. Donc Renato Romano qui fait Carlo, qui est l'ami qui est spécialiste des oiseaux, justement. Là, donc, qui a un rapport, justement, avec le titre du film d'aujourd'hui. Hey, ça, des fois, ça devient tough à suivre. Les productions italiennes, des fois, qui allaient filmer aux États-Unis, t'avais des acteurs qui parlaient juste anglais, d'autres italiens. Des fois, c'est tough à suivre, là. Ben, tu sais, d'ailleurs, pour revenir à Suspiria, là, moi, c'est une affaire qui m'avait surpris quand j'avais fait ma recherche sur le film, c'est que quand l'actrice principale a parlé avec l'espèce de recherchiste, ou en tout cas, je sais pas, le monsieur allemand, là. Mais tu sais, il se jasait, mais il se comprenait pas, parce que lui, il parlait, je pense, en allemand, elle a parlé en anglais. C'est fou. Il fallait qu'il se ramène des tapes sur la jambe pour se dire, OK, c'est à toi. Fait que c'est malade. Il me semble qu'on voit plus ça aujourd'hui dans les productions. Je sais même pas si ça existe encore, là, mais il était fort sur le dubbing, puis justement, faire un film qu'il y avait plein d'acteurs qui parlaient d'autres langues, puis le traduire en anglais après pour le marketer, mais c'est juste, je repense à Tenebra de Argento, justement. Tu sais, t'avais le gars dans Nightmare on Elm Street. C'est quoi déjà son nom, là? Celui qui joue... John Saxon. Ouais, exact. John Saxon était dans un film, mais les autres acteurs sont italiens. Lui, il parlait en anglais. Là. J'étais comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe, là? C'est juste un film américain, mais là, tu retournes voir les noms. C'est italien, quand même. C'est filmé Italie, États-Unis. C'est fou, là. C'est un melting pot, des fois, ces productions-là, là. Mais moi, pour les réalisateurs, je me dis comment ils faisaient pour s'organiser à travers tout ça. Ça a dû être comme chaotique. En tout cas, on voit plus ça vraiment aujourd'hui. Mais le temps, c'était vraiment fait. Quand ça, c'est une des choses dans les recherches, j'ai dit, je m'attendais pas du tout, là, mais ouais, c'était un peu comme ça. Mais en gros, si tu veux, on peut commencer un petit peu rapidement dans le film, puis ensuite, on ira vraiment avec nos appréciations vers la fin et tout ça. Donc, on va commencer avec Sam. Ce que j'ai compris, c'est que lui, vu que c'est un écrivain, il écrit un livre sur l'histoire un petit peu sur les oiseaux, puis avec son ami qui l'a plugué qu'un producteur là-bas, parce qu'il avait besoin de travailler en Italie. Lui, il est là pour ça. Il sort son livre, ce que j'ai compris, pour l'argent, puis c'est tout. Ouais, c'est un Américain qui est en Italie aussi. En visite avec sa blonde. Ouais, exactement. Ensuite, il retourne chez lui un soir, puis là, il arrive dans une galerie d'art, puis il voit une genre de bataille avec un homme en imperméable noir, puis une femme. Mais ça, j'ai aimé ça, par contre. C'était très, très classique giallo. Oui. Mais c'est ça, c'était bien fait. J'ai aimé ça. J'ai aimé la scène. Je pense que je te dirais que Argento, il a dû... Parce qu'il parle de l'influence de Bava, qu'il en avait sorti avant, tout ça, puis qu'il disait qu'il y avait certaines influences d'Hitchcock aussi. Puis j'ai comme l'impression... Le mérite qui a été donné à Argento dans ce film-là, je pense, c'est le fait que il a amené les codes un peu différents dans son film. T'sais, c'était pas si classique au niveau, puis ça a été gagnant. Puis par moment, je te dirais peut-être un peu moins, mais on en rejoindra peut-être dans nos appréciations. Là. J'ai une question par rapport à Bava. Toi, c'est quoi ton historique avec? T'en as-tu vu une coupe?
Je n'ai vu 2 ou 3 max. J'ai vu Black Sunday. Tu sais, c'est comme... Black Sunday avec la sorcière, blanc, là. Ouais, c'est ça, moi exactement. Tout, j'ai vu Black Sunday, Black Sabbath. As-tu vu Black Sabbath? Pas lui. Je te le dis, là, à date, c'est mon préféré, Bava. C'est là que je voulais en venir, là, juste c'est une anthologie. 3 histoires. Les 3 sont... La première, c'est la moins bonne, puis elle est bonne, pareil. Puis ça y va en augmentant. Là, j'ai vraiment aimé Black Sabbath. Ouais, je te le dis, il est le fun, pour vrai. Là. Anthologie, 1h30, c'est cool, là, pour vrai. Ben, je vais me le prendre en note parce que moi, je suis beaucoup dans les découvertes là, des derniers temps, des films, justement, là, je te dirais 60 à 70, 80. Puis je veux vraiment aller découvrir ça parce que c'est riche. Il y a tellement une espèce d'historique qui influence les films qu'on a vus depuis les années 80-90. Oui, ben, ça a beaucoup influencé. C'est ça qu'on remarque que le cinéma américain a été influencé par beaucoup de films à l'étranger pour qu'on connaisse notre 80s cheese qu'on a eu aux États et qu'on adore. Là. Fait que c'est cool que tu as exploré ça dans Rétro Terreur. Là. Ouais, je voulais aller là-dedans parce que je trouve que j'en vois pas tant que ça. Surtout, je suis des vieux films un peu. Puis je me suis dit, je vais aller... Autant, je vais être honnête avec toi, autant pour moi, ma découverte que pouvoir le partager avec les gens puis donner le goût peut-être à des gens d'aller fouiller un peu dans le vieux stock qui, par moment, est pas toujours très bon, mais par moment, ça peut être soit divertissant ou... C'est bizarre à dire, des fois un peu éducatif. J'ai regardé certains films en disant c'est pas super bon, mais je suis content de l'avoir vu parce que je vois les liens maintenant avec tel autre film que j'ai vu. C'est des parallèles, fait que dans ce sens-là, je trouve ça intéressant, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai trouvé intéressants. Pour venir à là, ben là, c'est ça. Donc Sam, il se fait pogner entre les 2 portes parce que ça ferme, puis j'ai l'impression que le tueur, t'as-tu compris ça, toi? Ben là, c'est pas le tueur vraiment, là. On sait qu'éventuellement, c'est pas. C'est un tueur, mais c'est pas le tueur, là. L'espèce d'homme en imperméable, c'est lui qui est sorti puis est allé dehors c'est lui qui a payé sur le piton pour refermer la porte, c'est ça? On dirait que c'est ça, mais c'est dans la petite pièce qui s'enfuit. Qui est au sol. Après, on le voit peser sur un piton. Mais je sais pas s'il est ressorti complètement de la bâtisse ou quelque chose comme ça. Là. Moi, j'ai le feeling que dès qu'il est allé dans l'autre pièce, il a pesé sur un piton. Mais c'est lui qui l'enferme, par contre. Ça, ça marche moyen avec la finale, mais quand même. C'est ça qui fait pareil. C'est ça, je te dis, des fois, il y a des petites affaires de scénario, je trouve, tirées un petit peu par les cheveux. Puis ça, en tout cas, c'est une des affaires, je m'étais dit, c'est un peu particulier, là. Parce que comment il l'a vu, comment il l'a su. En tout cas, il reste pris entre les 2 portes. La fille qui est par terre, on sait pas, vas-tu mourir à mon repas? Elle tombe là, les policiers arrivent. Lui, finalement, il sort de là, la fille est sauvée, est à l'hôpital. Il arrive au poste de police, puis là, il se fait interroger, puis c'est là, comme je disais dans le synopsis tantôt, il se fait enlever son passeport parce que t'es un témoin important, reste ici aux États-Unis. Puis lui, il voulait sacrer pas aux États-Unis, en Italie, puis lui, il voulait sacrer son camp aux États-Unis, puis t'es que sa blonde, là, Julia. Tu trouves pas qu'ils sont pas très pudiques, hein? Ben, quand ils frenchent devant leur ami, là, qui est assis puis qui vient c'est celui qui leur dit finalement la clé de l'oiseau dans la... Exact. Mais quand ils font juste jouer le recording, ils sont pas mal en train d'aller à 2 ou 3e base, là. Fait que... Hey, mais ça, j'étais là, qu'est-ce... Non, je suis d'accord avec toi, là. Ils sont vraiment pas pudiques. J'étais là, je dis pauvre gars, c'est lui qui est là pour aller leur raconter une information importante, puis eux autres sont juste en train de forniquer un peu. Donc, je trouvais ça un peu drôle. Ouais. Donc, c'est ça. Une fois que là, les policiers se mettent à l'enquête, mais il y a eu 3 autres meurtres, c'est ça? Oui, 2 ou 3. Je sais plus si c'est il y en avait déjà eu 3e ou... il y en a eu d'autres. Exactement. Parce que je pense qu'il y en avait eu un avant, donc elle qui a été attaquée, puis après ça, je pense qu'on en voit 2 après. On en voit une, tu sais, qui monte, qui vient pour monter chez eux. Puis t'en as une autre qui, en tout cas, je vais revenir. Durant le film, ça, tu veux dire? Ouais. Dans le film, on voit au moins 2. J'ai mis 2 meurtres faciles de femmes. T'as celle qui se met nue, puis je pense, il me semble qu'elle se fait trancher. Là. Ah oui, j'étais sûr qu'elle allait rentrer le couteau entre les jambes. La façon que le plan y est fait, là, j'étais ben non, ils vont pas aller là. Finalement, ils vont pas là, mais c'était vraiment spécial l'angle qu'ils ont décidé. C'était clairement insinué là, que ça allait aller là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, il y a eu ce meurtre-là. Puis l'autre, c'est il y avait des plans d'escalier, je m'en souviens, puis elle se fait slasher 1000 fois avec le rasoir, c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, encore là, c'est assez off-screen, là, beaucoup. Oui, je te dirais. vraiment. Ça, c'est un des éléments, je trouvais. Oui,
On va y revenir à cet élément-là dans les 3. Exactement. Donc là, tu as Sam qui enquête un peu. Il apprend que la fille a travaillé dans une galerie d'art. Il s'en va là. Je pense que le gars, il était assez insistant, là, le propriétaire de la galerie d'art. Ah oui, les avances sont très peu subtiles. Écoute, pauvre gars là, qui se protégeait avec des articles de la boutique comme tel. Puis là, justement, il apprend qu'il y a un tableau qui avait été vendu, justement. Lui, il a plus un tableau naïf, là, puis on le voit un petit peu plus tard. C'est-tu là, je pense, c'est là qu'il le récupère, non? Il récupère une copie. Comme une espèce de calque de ça. Un brouillon, hein? Un brouillon de ça serait quoi la photo qui a été vendue. Puis, cool, la petite peinture, là. C'est weird. Dérangeant, je te dirais, là, parce que là, c'est ça. Donc, il le met sur le mur. Ouais. Puis là, sa blonde, elle capote un peu quand elle voit ça. Puis, on sait que là, il enquête là-dessus, ce qui fait que il commence à se faire suivre. Ouais. Cette scène-là est un peu tiré par les cheveux, mais j'aime vraiment comment il rapièce tout à la fin. Ouais. Mais ça, je trouvais que c'était un peu intense, là, le tueur avec l'arme à feu qui tire en plein milieu de l'Italie. Je sais pas, c'était... Puis j'ai trouvé aussi qu'à partir de là, il y a tellement de péripéties qui s'en vont de façon précipitée que, là, il y a un bon 15-20 minutes, là, j'aurais dû quasiment le réécouter parce que j'étais comme, OK, je pense que j'ai suivi, mais mon Dieu, pourquoi on est rendu là? Pourquoi ils sont rendus à l'appartement? Pourquoi? Là, j'étais comme, ça va donc bien vite. Ça pitchait. Ça, c'était pas facile à suivre, ce segment-là du film, là, ce coin-là. Moi, je te dirais, jusqu'à temps qu'on se rende à l'artiste, là, il y a comme plein d'affaires qui se passent, puis je trouve que c'est beaucoup des revirements, des rebondissements, puis je me dis, OK, bon... en tout cas, moi aussi, j'ai pas trouvé ça facile à suivre du tout. En tout cas, ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, c'est que quand... Je sais pas si c'était une pointe d'humour qui avait pensé Argento, mais quand le gars, il essaie de le trouver dans l'hôtel, puis il y a une association de boxeurs qui est là en jaune, là... Tu sais, je trouvais que c'était comme une petite pointe d'humour intéressant, mais tu sais, en voulant dire, OK, c'est de le trouver là-dedans, puis... je sais pas si c'était une espèce de tentative de pointe d'humour, là, mais j'ai trouvé ça. J'ai fait un petit sourire en voyant ça. L'association de boxeurs. C'était un peu intense, là. Mais moi, ça, c'était bien correct, là. T'sais, c'est vraiment juste que les péripéties s'enlignent tellement rapidement que j'étais overwhelmed, là. Je sais pas comment le dire. J'étais surshooté d'informations. Je sais pas comment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que t'en penses si on va voir l'informateur? Moi, je l'appelais Monsieur Solong. Oui, lui, j'ai trouvé drôle. Monsieur Solong. Attends, rappelle-moi, c'est lequel déjà? C'est celui qui est bègue. OK, oui. Ouais. Parce qu'il arrête pas de dire Solong. Fait que là, il l'appelle Monsieur Solong. Parce que pour l'aider dans son bégaiement, il répète, tu sais, il y a des gens qui font ça, il répète toujours des mots, là. Fait que lui, c'est so long. Puis là, c'est lui qui donne un peu des informations, je pense, par rapport au, peut-être au gars qui le suivait. Ah ouais, c'est pas le peintre, hein. C'est pas lui qui donne les infos du peintre. Non. Là, c'est ça, parce que, non, il s'informe lui-même, Sam, pour voir ça vient qui, c'est qui a peint cette toile-là. Okay, il apprend c'est qui, puis là, il se rend là. Solong, je pense qu'il est surtout informé sur qui aurait pu le suivre. C'était qui aurait pu être engagé, là, un peu. Je te cacherai pas que c'est d'un scène que j'ai trouvé qu'il y avait trop d'informations, celle-là, le Solong. Fait j'ai de la misère à retenir, justement, qu'est-ce que lui a apporté à l'intrigue ou pas, là. Mais lui, c'était vraiment plus pour indiquer là c'était qui aurait pu profiler Sam comme tel. Qui aurait pu le tirer. Qui aurait pu le tirer, exactement. Mais là, on va aller à ce moment-là, parce que là, pendant ce temps-là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'assassin, il appelle quand même les policiers pour dire que il va se passer ça, puis il nargue un peu. Au départ, ils ont pas enregistré, je pense, ou ils ont enregistré, mais ils ont pas catché c'était quoi. Mais c'est important aussi de dire que dans un des enregistrements qu'ils entendent, il y a un bruit bizarre. Ouais, exact. Ça reste important. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, il y a comme un genre de technicien en laboratoire qui nous présente la technologie de 1970. Oui. Ben, c'est correct. C'est comme ça me fait penser, j'ai réécouté récemment The Ring, puis le gars, il a un setup de VHS high-tech. Ah oui. Ben, tu sais, tu regardes ça maintenant, puis t'es comme, OK, c'est une technologie archaïque, mais lui, il a comme le gros setup du VHS, puis comment manipuler les VHS. Fait que ça me faisait penser un peu à la scène dans The Ring, là.
Ben, c'est drôle. Moi, la référence que j'ai, ça me faisait penser à James Bond avec Q. Aussi. Ben oui, Q qui présente ses... C'est vrai. C'est vrai que ça ressemblait un peu à ça. On a fait ça, puis là, ça l'étudie tel bruit, puis tout ça. Puis là, il y a un bruit bizarre qui est là, c'est pas trop. On n'a pas encore découvert, c'était pas un bruit de métal, c'était pas un bruit... Tu sais, il était pas capable de le dire encore. Là. Moi, au début, je pensais que c'était un guéro. Tu sais, comme un petit affaire de bois là, que tu passes. Mais c'était pas ça. Là. C'est clair. Clairement que c'était pas ça. Là. Mais le bruit, c'est vrai qu'il aurait pu ressembler un petit peu à ça. Là. Mais fait que c'est ça. Ils se mettent à étudier un peu le bruit, mais ils reconnaissent pas tout de suite là, ça vient de quoi. Mais là, Sam, là, on n'a pas parlé de son ami Carlo. On a dit vite fait tantôt qu'il vient, puis les autres, ils se mangent la bouche un peu pendant qu'il est là. Oui, au minimum. Ça, c'est le minimum qu'ils font. Je suis un peu conservateur en disant ça, mais t'as quand même Carlo qui est un spécialiste des oiseaux. Puis c'est lui au départ, c'est lui qui avait donné le contact pour qu'il puisse écrire son livre, là, Sam. Donc puis lui, il écoute ça, il dit OK, puis c'est là qu'il part avec la bobine. Là. Ouais, exact. Mangez-vous le corps, puis moi je pars avec la bobine, on va aller étudier ça chez nous. J'étais intéressé à quelque chose de plus. Ouais, exactement. Fait que là, c'est là que le premier meurtre qui se fait, ben, en tout cas le premier meurtre qu'on est témoin. Donc, justement, je pense que c'est celui-là, le premier à coup de rasoir dans un ascenseur. Ben, le premier, c'est la fille qui se fait... qui est nue, là, puis qu'après ça, on le voit off-screen. Okay. Mais après ça, t'as la fille dans l'ascenseur avec les coups de rasoir. Fait qu'on a peut-être skippé... la fille, je pense qu'elle arrive... le premier meurtre, là, il arrive dans mes notes, mettons. C'est après la peinture. Une femme au milieu, puis là, tu voyais la peinture, puis après ça, tu voyais le meurtre de la fille. OK, oui, t'as raison. Puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ces filles-là étaient prises en photo par quelqu'un, comme s'ils étaient un peu étudiés. Ouais. La seule affaire, je sais pas si c'était saisi, puis que moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas de réponse à ça. Sais-tu comment ils choisissaient, ou elle choisissait ces victimes? Ces victimes, la première, c'est à cause qu'elle était à la même endroit qu'il y a eu la peinture. Ouais, ça oui. Là, ça, c'est ça. Mais la deuxième, j'ai même pas compris pourquoi elle était choisie là, en tant que telle, là, celle dans l'ascenseur. Là. J'ai même pas compris. Non, en tout cas, on sait juste qu'ils sont étudiés, sont photographiés, puis sont choisis comme ça. Peut-être parce qu'ils ont ce qui rappelle un peu le style de Monica, je sais pas. Ah, peut-être. On sait que c'est comme une obsession, finalement, là, qui fait en sorte que une folie, une obsession. Là. Quand j'essayais de retrouver dans mes notes les meurtres, là, j'ai regardé puis j'ai dit tabarnouche que la poursuite où que le gars s'est tiré est longue. Puis là, j'en dirais, j'ai m'en rappelé, mais c'est vrai que c'était tellement long. Comme à quel point là, il s'est poursuivi par l'homme qui veut le tirer partout dans les rues de l'Italie. Ça m'avait fait capoter quand je l'écoutais. J'étais comme, voyons, ils aboutissent pas, là, tu sais. Non, je suis d'accord. Ça, c'est la partie qu'il aurait pu, en tout cas, je sais pas, là, peut-être couper un petit peu dans ça puis rajouter ailleurs ou expliquer certaines choses. Exact, je suis d'accord avec toi. Il apprend, là, il y a la fille justement là, qui meurt, donc la deuxième. La première, quand tu disais là, justement que c'est parce qu'il enlève les bobettes. Oui. Là. Puis c'est là que, encore là, off-screen, il y a dessus, on sait pas trop comment, mais c'est la position du couteau avant. Là. La position du couteau est vraiment placée comme si elle allait l'enfiler. Là. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Là. J'étais comme, OK, wow, 1970, ils s'en vont là. Finalement, non. Ben, c'est bien correct là aussi. Là. Je pense pas que c'était nécessaire non plus. Non, vraiment pas. Mais peut-être off-screen, c'est peut-être ça. C'était peut-être l'intention là, comme telle. Là, il essaye de... Justement, quand il apprend c'est qui le peintre de l'espèce de fresque un peu effrayante là, d'une femme qui est en train de se faire tuer. Là, c'est ça. C'est comme se poignarder. C'est comme un paysage, mais au début du paysage qui est peint, il y a une personne qui se fait tuer, une femme qui est en train de se faire poignarder. Fait que c'est assez glauque, là. Ouais. Puis la fille, tu vois, Julia, la blonde à Sam, qu'elle capote. Puis ce que je trouve assez spécial, c'est les flashbacks. Tu sais, Sam, il y a des flashbacks de Monica dans la galerie d'art. Ça revient souvent, ces flashbacks-là. Puis je suis pas retourné en arrière, mais je me demande si on voyait la solution. Est-ce que toi, t'avais remarqué qu'on voyait la solution? J'ai regardé, puis c'était pas clair. OK. Les angles qu'ils présentaient, c'était pas si clair que ça. Je pense que l'angle la plus claire, probablement, c'est celle initiale, quand lui, il voit ce qui se passe. Au début, peut-être que là. Mais les flashbacks, c'est toujours caché. Il y a toujours de quoi qui cache un peu la clé. Là. Ouais. OK. C'est intéressant. Parce que, puis là, il faut juste noter aussi que lui, ça, il en parle quand même pendant une bonne partie du film. T'sais, il y a quelque chose qui m'échappe. Exact.
il y a quelque chose que j'ai vu, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Puis il dit à la police, mais c'est quoi la police? Il lui demande, lui, il a aucune idée, ça y vient pas en tête tout de suite. Ouais, exact. Mais évidemment, pour bien servir le film, ça y arrive avec à la fin, mais ça... Oui, ben c'est comme aussi d'aller sur la piste de la peinture. Me semble que c'est un peu tardif après toutes les démarches qu'il a faites. Là. Je me suis dit, me semble t'avais déjà cet indice-là au début, pourquoi t'as pas continué dans cet indice-là? Il part ailleurs complètement. Fait que après avoir été à la boutique, genre, là... Tu sais, que le gars insistant, là, moi, avoir su ça, OK, j'ai cette peinture-là, qui l'a faite? Exact. J'essaie de jaser. Mais là, on est rendu à la scène de l'artiste. Écoute, moi, là, je vais donner une chose dans ce film-là. Les personnages secondaires, il y en a certains que j'ai trouvé amusants, pour ne pas dire charmants. Oui, ben celui-là, j'ai aimé de A à Z la scène au complet. Maudit que c'était drôle. C'était vraiment drôle, c'était le fun. Puis clairement, c'est assumé de le faire bizarre comme ça aussi. Là. C'est très assumé. Là. Je pense pas que c'est juste le film qui vieillit mal. Là. Je pense que vraiment qu'il voulait faire un artiste disjoncté un peu. Puis, dès qu'il rentre, il est comme ces vieilles affaires-là. Moi, je suis rendu que je fais du mythique. Puis, ça veut rien dire. Là. Puis là, il était avec son mythique. Puis, lui, les meurtres, ça a été une phase dans sa carrière d'artiste. Là. Ça me faisait vraiment rire. Ah, c'était vraiment... j'ai trouvé ça savoureux, cette partie-là. Moi, je suis d'accord avec toi, quand il arrive, puis il se lève à un moment donné, tu sais, genre, avec là, il se dit, il y a une idée, ça va peinturer une affaire, genre... Oui, juste un nuage, on dirait, un nuage bizarre, là, puis là, comme je dis... Il se dit à lui-même qu'il est comme un master là, quand il fait ça. Là. T'es génial. Il se croit. Ben voyons. Il court après le chat, ces chats qui sont enfermés. Puis, le sous-entendu aussi que le gars, il a fait manger du chat. Puis, ça me fait vraiment rire. Oui. Toute la scène, c'est vraiment... Même si ça n'a pas tant rapport, mon coup de cœur du film, c'est celle-là. Là. Je ne vais pas l'oublier, cette scène-là. Là. J'ai vraiment... Puis la finale, je l'aime beaucoup aussi. Là. On n'est pas encore rendu là. Ouais. Mais ces deux choses-là, là, j'ai bien aimé. J'avoue. Puis l'artiste comme toi, il s'appelle Berto Consalvi, donc c'est lui qui avait fait cette espèce de fresque-là. Ce que je trouve intéressant, qu'il dit que c'est un de ses amis. Ouais. C'est la blonde, je pense qu'il a dit d'un de ses amis qui s'est fait agresser par un gars. C'est ça, il y a plus ou moins 10 ans. Là. Il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, un gars qui venait de sortir de l'hôpital psychiatrique. Puis ça, je veux juste te dire, au début du film Screaming Mimi, ça commence un peu comme ça. Puis Screaming Mimi, là, c'est la vedette principale, c'est Anita Ekberg. Je la connais pas. Si t'as la chance de voir, c'est parce que c'était comme le sex symbole de cette période-là. Okay. Super belle suédoise, talentueuse par moment dans certains films, moins dans d'autres, mais c'était pas nécessairement pour ça que, je veux pas être méchant, là, mais c'était pas nécessairement pour ça qu'il a casté dans cette époque-là, mais étrangement dans certaines scènes très très bonnes. Puis au début du film, elle s'en va sur la plage quand il y a des places, tu peux aller te changer, aller te doucher. Ouais, des espèces de cabines en toile, là, on dirait. Là, ouais. Mais là, c'est comme une cabine genre en bois, là. Fait que là, il est en train de se doucher, il a enlevé son maillot, elle se douche, puis tout ça. Puis t'as un gars qui venait de sortir de l'hôpital psychiatrique, qui tue son chien, puis qui s'en vient l'agresser, l'attaquer. Puis il y a quelqu'un, je pense, qui est tout proche, qui est lié un peu à elle, qui tire l'agresseur. Puis elle a un choc post-traumatique, puis elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Quand même, ça commence rough, le film? Oui, ça commence assez rough, puis après ça, c'est toute l'histoire un peu de ce personnage-là qu'on suit, qui est un peu, je te dirais, en lien un peu similaire avec ce que Monica a vécu. OK. Mais ça passe plus de temps sur le fait divers. Qu'est-ce qui est un fait divers dans notre film à nous? Screaming Mimi passe sur le film sur ce fait divers-là, dans le fond. Beaucoup plus, exactement. Mais nous, il y a comme le tableau qui est comme un symbole. Dans Screaming Mimi, c'est des statuettes qui retrouvent à chaque victime. C'est la même chose. Il y a 3 victimes, une victime qui est attaquée qui est pas morte. OK. Fait que tu vois, le fond est similaire. Ouais, OK, je vois le genre. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, c'est là qu'ils apprennent justement que la personne s'est fait agresser. On sait pas encore que c'est Monica, là, on s'en va plus tard, mais qui s'est fait attaquer. Il a fait la peinture, le dessin à partir de ce qu'il a vu, ce qui était témoin. Puis, il passe à d'autres choses, comme tu dis, rendu dans le mystique. Ouais, exact. Dans d'autres choses maintenant. C'est-tu là qu'il apprend que, je pense que c'est Carlo, plus tard, qui revient en disant qu'il a appris où le bruit est? Avant ça, ouais. Tu sais, pendant que lui est parti faire ça, parce que son
sont comme à 12 heures près. 12 heures près de comme décoller. Parce que ça s'en vient dangereux, puis ils ont essayé de se faire tuer, puis là, lui et sa femme sont en danger, notre personnage principal. Puis je peux te dire... Et qu'il retrouve son passeport aussi, il faut l'oublier. Il faut pas l'oublier. C'est vrai. Parce qu'il pourrait décoller. Là. Exact, là, il pourrait s'en aller, puis c'est comme dans 12 heures le vol, puis lui décide il allume sur la peinture, puis il décide d'aller là-bas. C'est ça. On s'entend-tu que j'aurais plus de blonde, moi, là? Tu sais, c'est sûr. Il a laissé sa blonde là. Dans le film, tu sais, elle pète sa coche, mais lui, il fait juste comme « Oh, ciao, ciao, puis là, elle lance des affaires. Puis c'est ça. Là, lui, c'est que moi, j'ai genre fait... Sa blonde, elle se fait attaquer pendant qu'il est pas là. Oui, c'est là. C'est ça, oui. Je pensais que j'avais inversé, là, que c'était plus loin, mais t'as raison. Barricadé dans la maison. Moi, j'ai eu peur. T'as-tu eu peur pour l'œil? Moi, je pensais qu'elle... Quand elle regarde là, dans le trou, là, j'étais sûr. Puis en connaissant les Italiens, leur penchant à crever des yeux, là, surtout Fulci, là, j'ai quand même pensé. Là. Je me suis dit, taboy. Mais non, moi, j'en revenais pas là, comment il agit avec sa blonde. Là. J'étais comme, je serais célibataire, mon ami. Je retournerais aux États-Unis. Sur Tinder. Ben c'est sûr. Elle aurait pu, je pense qu'elle se serait alignée pour les États-Unis dans la journée même. Oui, exact. Parce qu'on n'a pas dit, il est vraiment obsédé. Tu sais, on parle de flashback tantôt, mais il est vraiment obsédé par le cas. Parce qu'il aurait pu, on a décollé là, avec elle déjà là, il a retrouvé son passeport, mais il veut trouver la piste. Ouais. Puis tu sais, quand tu dis, on le voit souvent dans des films, mais quand quelqu'un enquête plus puis mieux que les policiers, on le voit dans plusieurs films comme ça. Tout le temps dans le trouble, là, souvent, là, quand ils font ça. Là. C'est ça qui arrive pas mal dans ce film-là. Exact. Puis là, tu te dis, comment ça, les policiers n'ont pas suivi cette piste-là? C'est là que tu te dis, des fois, les policiers un peu incompétents ou non... on n'aurait pas beaucoup de films d'horreur sans ça. Exact. Et voilà, exactement. Exactement. Mais c'est un autre cas que de films comme ça. Là, que le héros est plus le protagoniste et qui n'a pas rapport avec la police. Là. Mais c'est ça. Mais pour dire que Julia se fait attaquer, tu vois Sam à ce moment-là, il arrive juste au moment où puis là, le meurtrier se sauve. Ouais. Moi, je vais dire tout de suite, parce que je vais plus demander ton impression tantôt. Okay. Moi, je vais dire tout de suite, c'est une scène, moi, où Julia m'a tapé franchement sur les nerfs. Quand elle se fait attaquer? Ouais. Ah, OK. Moi, j'ai pas tant trouvé ça si pire que ça, mais je peux comprendre. La fin. OK, la fin, quand elle pleure et qu'elle est à terre? Elle se tire sur le truc, je sais pas. C'est peut-être son acting, mais ça, j'ai trouvé ça un petit peu... tu sais, c'est rare que je vais être un peu en réaction avec certaines actrices comme ça. Puis là, j'ai dit... J'étais peut-être fatigué, remarque. Ben, écoute pas le dernier Argento, là. Je l'ai écouté Dark Glasses, là. J'ai écouté avant le podcast parce que je me suis dit, je vais mettre en mode Argento. Puis, je l'ai écouté juste avant, puis l'actrice principale, elle joue une aveugle, là. Elle surjoue pas mal tout le long du film, là. Elle est très aveugle, là. Puis, elle m'a tapé ses nerfs, là. Fait que parlant d'actrice qui tape ses nerfs dans un film d'Argento, je pense que j'ai eu le même feeling avec... Puis, sinon, en général, c'est pas pire, ou? Moi, non, je trouve que c'est des moins bons Argento que j'ai vus. Je conseille plus au monde d'aller revisiter les vieux Argento avant de s'en aller, puis de continuer la filmographie jusqu'à ces derniers. Là. De toute façon, j'ai pas vu son dernier stretch. Là. Moi, là, j'ai pas mal... Quand il arrive dans les années 90, je pense que j'en ai même pas vu encore d'Argento des 90. Là. Moi non plus. Moi, je suis arrêté. Je pense c'est Opéra. Non, pas Opéra, Inferno que j'ai vu, qui est comme la suite, un peu dans la trilogie de Suspiria, là. Mais Mais en même temps, tu sais, les réalisateurs, on sait, tu sais, c'est un peu comme ça. C'est rare qu'un réalisateur va aller tu sais, au bout puis te dire ses derniers films, c'est super fantastique. Souvent, c'est comme c'est les débuts de carrière sont souvent les plus impressionnants, là. Exactement. Vraiment. C'est comme ils sont plus, je sais pas, créatifs. En tout cas, bref. Mais là, c'est ça. Elle s'en sauve parce que Sam revient. Puis là, c'est là le lendemain que Carlo il revient. Puis c'est là qu'il a découvert d'où venait le bruit de l'enregistrement téléphonique. C'est un oiseau particulier. Puis c'est là le fameux oiseau au plumage de cristal. Ça vient de là. Un oiseau particulier qui habituellement se retrouve dans une partie du monde. Mais là, ils se disent, OK, ben il n'y a pas d'affaire ici. Là, c'est place qu'on peut le trouver. Au zoo. Et au zoo. Alors, ils se rendent... puis ça, il dit qu'habituellement, il y a un seul spécimen qui vit en dehors du Caucase. Puis là, c'est au zoo de Rome. Ils se rendent là. En se rendant sur place, ils voient l'oiseau comme tel, qui est un peu, je pense... je sais pas, j'ai pas le coffret proche, mais qui représentait un peu les plumes. Un peu comme un genre de pan. Oui, c'est vrai qu'il ressemble à un pan. Je trouve que c'est un peu comparable qu'on peut faire. Donc, et là, en arrivant là... Puis là, il va falloir que tu m'expliques. Sam, il voit un appartement. Puis c'est quand qu'il est allé visiter le mari de Monica qui a fait le lien que son appartement était là? Moi, on dirait que c'est juste... On dirait que la fenêtre est ouverte, il entend parler, fait qu'il va là-bas.
On dirait que c'est parce que c'est juste à cause que celui-là, il y a la fenêtre ouverte et toutes les autres est fermée. Il se dit c'est pour ça qu'on entendait l'oiseau. That's it. Je sais pas. Mais dans les lectures que j'ai faites, il disait qu'il remarque la maison, c'est la maison de Monica. Et je me suis dit, c'est le seul lien que j'ai pu penser. On l'a pas dit, mais à un moment donné, il est allé visiter le mari de Monica pour y poser des questions. Dans son espèce d'enquête, là, on a sauté, mais il est quand même allé voir le mari, questionner. Ah, t'es comment grand, toi? Puis il pose des questions. Mais il le met tellement trop suspect. Parce que, justement, la police a dit ce qui est sûr, c'est que le tueur est gaucher. Puis là, quand il lance une pomme ou je me souviens plus quoi, le gars, il l'attrape de la main gauche. Puis en plus, il y a une autre affaire qui était suspicieuse, sa grandeur, puis 2-3 d'affaires. J'étais OK. Là, quand on est arrivé à la scène qu'on est rendu, j'étais quasiment déçu. Là, je me suis dit, ben non, c'était pas le mari, là. Ils ont pas vraiment fait ça, là. C'est comme le mettre. Là, j'ai regardé, j'ai fait, il reste 10 minutes. C'est impossible que ça soit lui, là. Exact. J'aurais été déçu. Timing. J'aurais été déçu. Oui, puis ça aurait fini pouet pas mal, là, tu sais, je veux dire, parce qu'on s'entendait trop à ce que ce soit ça. Puis tu sais, il y a je m'attends que ce soit lui, ça doit pas être lui, mais dans ce cas-là, ça aurait été vraiment poche. Ouais. Mais c'est ça. Donc, entendre le bruit, parce que là, il fait le lien. Si on a entendu le bruit de l'oiseau qui est là, ça veut dire que quelqu'un qui a appelé était proche de là. Le lien probablement avec l'appartement, la fenêtre ouverte, comme tu dis, il entend une dispute. Il se rend en haut, puis lui, je pense qu'il est accompagné pas juste de Carlo puis Julia, il y a un policier, je pense, qui est là aussi. Oui. Qui monte, je pense en même temps, là, ils sont quand même plusieurs à monter dans l'appartement. Ils voient la bagarre entre le mari, comment il s'appelle, là, sais-tu? Ah, c'est Albert. J'ai pas fait le lien, là. En tout cas, Albert qui est en train de se bagarrer avec Monica. Puis là, tu te demandes, OK, c'est lui, il essaie de la tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à poignarder le policier. Puis finalement, il se fait défenestrer. Oui, c'est la belle phrase. C'est dans quel film déjà vous avez ramené cette phrase-là? Écoute, il y avait dans Martyr. Ah, OK, Martyr. Ça se peut. Dans Martyr, c'est le premier défenestrage qu'on a nommé. Là. Après ça, il y en a une couple d'autres, là, mais oui, définitivement. Fait que, puis là, il se fait défenestrer, il vient pour tomber, il se fait retenir, je pense, là, par les deux gars, par Carlo puis Sam. Ce qui m'a touché cette fois-là, c'est quand il crie, tu sais, I don't wanna die. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, mais le gars, il est pas tout à fait blanc comme neige, là, on s'entend. Ouais, il a essayé de couvrir la vraie tueur. Puis là, il se plante à terre. Il réussit à dire quelques informations, mais sans plus. Ouais. Il fait juste dire que c'est moi le meurtrier. Je pense que c'est ça qu'il mentionne. Il mentionne quand il est écrasé au sol, ça. Ouais. Quand il était foiré, il dit c'est moi le meurtrier. Pour dire quelque chose d'autre. Les policiers arrivent avec leur enregistreuse, tu sais, puis là, c'est moi qui les a tous tués. Case closed. Pauvre mec. Il dit pauvre mec. Wrap it up, boys! Oui, c'est quasiment ça. Let's go! Ouais, mais case solved. Julia qui a disparu, là, il commence à interroger les gens, ils savent qu'il y a une pièce à un moment donné où il y a les deux filles se seraient rendues là, d'après les témoins. Mm-hmm. Il rentre, il entend une femme rire, puis là, c'est Monica qui est là, qui apparaît avec un poignard. Puis là, c'est là que ça le frappe, puis le flashback revient. Ouais. Et là, peux-tu le dire, Mick, qu'est-ce qui s'était passé? C'était la femme qui essayait de tuer son mari. Puis j'ai trouvé ça bon. Pour vrai. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que quand tu repenses au film, ça fait du sens que le gars, ça soit lui qui appelle. Ça fait du sens que ça... Tu sais, tout ça fait du sens. Fait, ça, j'ai vraiment apprécié que ça soit un bon reveal, puis qu'en plus, il soit logique et cohérent. À part la scène juste qu'il l'enferme entre les deux vite, on dirait que ça marche pas un peu avec le fait qu'il essaie de protéger la fille. Mais tu sais, il est sur le coup d'une attaque. Peut-être qu'il a essayé de coincer plus sa femme qui vient de l'attaquer, puis après ça, il a changé son fusil d'épaule. Mais bref, à part ça, je trouvais que les agissements du gars pour la protéger, ça faisait du sens qu'il voulait faire ça comme ça pour protéger sa femme qui était la tueuse. Absolument, exactement. J'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé le reveal. Ouais, puis moi, là, pendant le film, je cherchais, OK, c'est quoi qui manque? C'est quoi que c'est un article? C'est-tu un bibelot? C'est quoi l'affaire qui fait qu'il se souvient pas? Parce que, tu sais, on voit la scène souvent, puis il scanne, tu sais, il y a ça dans la pièce, il y a ça. Là, je me dis, c'est quoi? C'est-tu un bibelot? Tu sais, quand tu le sais pas. Mm-hmm. Puis là, à la fin, quand il le dit, tu dis, fuck, c'est vrai, je pense que si je vais revoir le début du film, je pense que je vais le voir directement en partant sans le savoir. C'est ça. Tu sais, quand tu le vois pas, là, quand tu vois pour la première fois. Là. Ben, tu te laisses, c'est ça, un peu avoir par tes stéréotypes, là, que comme souvent,
l'attaquant est un homme. Fait que tu présumes tout de suite que c'est lui qui est en train d'attaquer la demoiselle en détresse. Fait que je veux s'attendre. Habillé en noir aussi. Oui, aussi. Il est habillé comme d'un Giallo. Là. C'était très caractéristique de ton tueur de Giallo d'habitude, les gants blancs et le manteau noir. Là. Les gants noirs et le manteau noir, excusez. Ouais. Non, j'ai été dupé. Oui, mais je pense que c'est là que probablement à l'époque, ça a eu une valeur intéressante pour les spectateurs parce que il défaisait un peu ces codes-là. Il jouait un peu avec le spectateur. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, dans le fond, il réalise que c'était elle qui avait le poignard ce soir-là. C'était elle vraiment qui était l'autrice des meurtres. Puis elle avait, ce soir-là, voulu assassiner son mari, mais c'est lui qui était parvenu à la blesser. Puis bon, il avait pris fuite quand que... Dans le fond, lui, pourquoi il s'est sauvé, Albert, je pense que je dis, ou Alberto, là, c'est qu'il a vu Sam. Fait que c'est pour ça qu'il s'est sauvé. Ouais. Quand il a vu Sam. Donc ça, il faut le mentionner. Puis là, bon, pour couvrir sa femme, il a engagé un tueur à gages pour éliminer Sam. Ça a échoué. Puis c'est Alberto, on l'a pas dit, mais c'est lui qui a tué aussi le tueur à gages. Le tueur à gages, dans l'appartement, quand il s'est rendu, ben, le tueur à gages était mort, mais c'est Alberto qui l'a tué parce que il voulait éliminer les pistes. Un peu tiré par les cheveux, remarque ça aussi, je te dirais. Là. Ben, toute la trame du tueur à gages, là, on aurait pu faire ça, là, on peut se le dire. Là. J'avoue ça que je pense pour lancer des pistes ou ce qu'ils appellent les red herring, selon moi, là. C'était vraiment ça. Donc, Monica, à ce moment-là, s'échappe, il se lance à sa poursuite. Ils sont retour dans la galerie d'art, puis là, elle fait tomber une espèce de... Sculpture à pic, là, sculpture, là, exactement, dessus. Puis là, elle joue un peu avec... Là, tu te dis, elle va-tu déchirer le visage? Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis tout ça. Puis tu sais qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Mais c'est la police qui arrive. Puis là, c'est ça. Je pense que Julia, elle sort de là. Elle se libère. Puis je pense que finalement, c'est Julia qui sauve son chum. Là. Ouais. Je pense que c'est ça. Là. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-tu les policiers qui ont... Les policiers, ils l'attirent. Ils attirent, hein? Les policiers. Ils attirent directement. Ouais. Mais c'est Julia qui avait averti les polices en se libérant, donc c'est un peu elle qui est responsable. Puis là, bon, on a toute l'histoire à la fin du psychiatre qui raconte que c'est Monica qui avait été agressée, elle avait un traumatisme, puis quand elle a vu le tableau, ça a fait un trigger sur elle. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai tout acheté ça, moi. L'explication avec le psychiatre, ça me faisait penser à Psycho, l'explication avec le psychiatre. Là, j'étais, OK, c'est le fun, c'est correct. C'est correct que vous me le dites. Ouais, parce que on n'aurait pas nécessairement... je pense pas que je l'aurais nécessairement, moi, figuré. Là, non, moi non plus. Ces liens-là. C'était quand même expliqué, mais un peu obscur. Là. Ouais. Puis là, c'est ça. Donc, quand elle a vu ça, ça l'a créé un trouble schizophrénique. Puis, et au lieu de s'identifier à la victime, ben, elle s'identifiait à l'agresseur. Puis là, ben, c'est là qu'elle partit folle, elle a commencé à tuer des gens éventuellement. Puis là, ben, le lendemain, ça termine comme ça. Sam et Julia prennent l'avion pour les États-Unis. Ciao, bye-bye. Puis il n'y a pas de suite. Non, alors, voilà. C'est ça. C'était moins populaire les suites à cette époque-là. Ouais. Alors voilà, donc écoute, Mick, je vais te demander, on va rentrer dans notre fameuse règle de 3. Parfait, ça. Je suis prête. Alors, est-ce que tu as aimé 3 éléments que tu as moins aimés, puis je te demanderai à la fin tes 3 films te préférés dans l'ordre de Argento. OK, je suis prête. Qu'est-ce que j'ai aimé en premier? Oui. L'intrigue, je l'ai dit. Là, j'ai aimé comment c'était ficelé, j'ai aimé la finale, j'ai pas mal tout aimé ça. La scène de l'artiste, j'en ai parlé aussi. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, comme la majorité des films italiens, Giallo, je trouve tout le temps que la cinématographie est belle. C'est bien filmé, c'est bien cadré, c'est des belles couleurs vives. Le sang, il sort tout le temps. Tu sais, je trouve que les Giallo, même si ça va pas être bon nécessairement, tu sais que tu vas avoir une belle cinématographie. Puis déjà, ça, moi, c'est un élément important dans un film. Fait qu'au moins, je sais déjà que... ça ne pourra pas descendre en bas d'un 2 sur 4, d'un 2 sur 5. Là, c'est bien rare là, parce que c'est tout le temps bien filmé, il y a une petite intrigue. C'est quand même simple, mais ça, c'est un point qui revient tout le temps qui est bon. Puis il est bon dans celui-là aussi. Là. C'est une belle cinématographie de Giallo. Absolument. Fait, c'est mes 3 points. Toi, t'es là-dessus aussi? Ben, je peux te les dire comme ça. Moi, ça a été le personnage de l'artiste. Moi, je te rejoins là-dessus. J'ai vraiment aimé ça. Je te dirais, moi, j'ai vraiment... comment je te l'ai nommé tantôt? Moi, il m'a fait sourire aussi. Là, le bègue, là? Le bègue, là. J'étais so long. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il est revenu 2 fois dans le film, puis à chaque fois, je suis là. Puis l'autre affaire qui m'a fait sourire, c'est parce que Sam, il est crampé. Ouais. Non, à chaque fois qu'il parle, il est crampé. Puis tu sais, c'est pas drôle. Tu ris pas d'un bègue. Non. Lui, ça le fait rire. Mais en même temps, il joue avec ça, So Long, puis on dirait que, tu sais, son épingle du jeu, là, ouais.
Ouais, exactement. Je sais pas, je l'ai trouvé sympathique, puis j'ai trouvé qu'il m'a fait sourire un peu. Puis, oui, moi, c'est la cinématographie. Je vais faire des comparables. Je me suis tapé pendant l'été. T'as-tu vu ça un peu, des films de Herschel Gordon Lewis? Non, ça me dit 2000 Maniac. OK, non. Blood Bloodfest? Ça, c'est une suite. Blood... Ouais, tu sais, c'est un des films gore, le grand-père du gore. Ben, celle-là, je l'ai vu parce que j'étais curieux, là. Je pense que c'est... parce que c'est l'espèce de premier film qu'ils ont fait après ça, Blood Diner, là, me semble. Là. Puis, exactement. Ouais. Blood Feast, lui, Blood Diner, qui est un peu une suite. Ouais. Mais j'ai pas tant trippé sur Blood Feast, je te dirais. Puis moi, je te dirais, je pense que j'ai mieux aimé 2000 Maniacs. Puis un autre film, je me suis acheté le coffret, puis il y a comme une trolley de films là-dedans. Sauf que, pourquoi je t'en parle, le comparable, c'est que c'est des films à peu près dans les époques un peu similaires, là, les 60, certains début 70. Mais tellement... c'est pas bien filmé. Non, c'est ça. Il n'y a pas de qualité de raccord pis tout ça, tandis que celui-là, tu peux dire, c'est vraiment bien filmé. L'intrigue se suit, la twist, j'ai vraiment aimé la twist. Ça, c'est un des éléments là que je trouve que c'était bien amené. Fait que moi, je te dirais, les deux personnages un peu secondaires que je trouvais intéressants, la twist puis la cinématographie. Okay. Je dirais que je trouve là-dedans. C'est cool. Ouais, ce serait ça. Les trois, maintenant, éléments un peu moins chanceux, un peu moins heureux. Là, la partie qui est trop précipitée du film. Ça m'a vraiment rebuté. Là. Pour vrai, il y a comme un... Je dirais, après la première demi-heure du film, là, quasiment le deuxième tiers, en fait. Là, le deuxième tiers, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses qui auraient pu être enlevées ou de choses qui auraient pu être mieux apportées. Puis ça nuit beaucoup au film. Les Red... tu l'as dit tantôt, en plus, c'est ça qui est drôle. Red Herring, je les trouve pas tant bons. T'sais, on dirait qu'il aurait pu avoir des meilleurs... tu sais, quand il essaie de nous faire croire que c'est son ami, finalement, là, il tombe puis c'est un cadavre, ben... T'sais, j'y croyais pas que c'était son ami, là. Puis quand ils ont fait comme si c'était lui, j'étais comme, ben non, c'est sûr, c'est pas lui. Puis là, il est tombé, puis là, j'étais comme, ben non, ça marcherait pas. Là. Fait que il était pas tant bon parce qu'ils ont essayé d'en mettre, mais je les ai pas cru. Puis un peu plus de gore. Je dis pas que ça aurait dû être un festival de gore, mais tu sais, comme qu'on a dit au début, c'est très off-screen pas mal. Puis comparé à Deep Red, qui a des scènes assez visuelles, merci, ben j'aurais pris un entre-deux. Là. Je peux comprendre que t'étais avant Deep Red, mais c'était un peu pâle. Fait que, tu sais, comparé, mettons, j'ai plus aimé le premier Fulci qui est Don't Torture a Duckling. Il y avait un peu plus... ça, je l'ai pas vu, mais je veux vraiment le voir. Il vaut la peine? Oui. Mettons, je trouve que c'est environ la même qualité de film, sauf que t'as pas... mais tu sais, je trouvais ça le fun parce qu'il y a comme une espèce de sorcière dans un petit village italien. Le gore est déjà commencé pour Fulci un peu plus, là, beaucoup plus que dans celui-là. La twist est moins bien apportée, là. C'est pas aussi bon, mais... T'sais, c'est un bon giallo pareil. Fait que d'égal à égal, je regarde un tout petit peu meilleur souvenir de Don't Torture Duckling, mais c'est des films similaires, là, je te dirais. Là. Fait que si t'as apprécié ton écoute, tu vas apprécier Don't Torture Duckling. Ok, ouais, je veux vraiment, c'est un ceux que il est le fun. Bien me taper. J'ai bien aimé pour vrai. J'ai pas perdu mon temps. C'est pas comme je te le recommande pas ou je suis pas sûr. Là, je recommande l'écoute. Là. Ouais. Puis ben, c'est ça, le gore. Puis toi, c'était quoi? Ben moi, la musique par moment. Ah ouais, c'est vrai, tu en avais parlé. Ouais. Je te dirais que quand j'ai vu que c'était Morricone, je me suis dit, ah ouais, ok. Mais tu sais, ça me rappelle parce que toi, dans un des épisodes, t'avais parlé, tu sais, des fois, là, les fameux la 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 qu'on entend souvent là, dans les films italiens, entre autres d'Argento. On l'entend par moment. Ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que je me sais plus la scène exactement. Il nous part. Je pense que c'est peut-être même quand il va voir l'antiquaire ou le gars là, où la fille travaillait. Oui, c'est là. Il se met à jaser. Puis là, il nous part la toune. Puis ça n'a aucun rapport. Je trouve que c'est pas le moment de... Je trouve que le pacing au niveau de la musique par moment, je la trouvais comme un peu off. D'accord, parce que j'accote pas. Donc, je stick pas sur ce détail-là d'habitude. Puis ça m'a quand même frappé. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui en plus le remarque d'habitude, ça doit quand même être dérangeant, là. Ouais, je te dirais, c'était comme off à ce moment-là, puis c'était comme par des moments que c'était pas nécessaire de mettre ça là. Moi, c'est un des éléments. Je te dirais, moi, ce que j'aime, puis je vais te dire tout de suite un des éléments, peut-être je l'avais dit pour Suspiria, moi, c'est le sang en gouache que j'aimais pas, que j'ai trouvé mieux dans celui-là, un peu mieux. Je trouvais qu'il était moins gouache que dans Suspiria ou d'autres films que j'ai vu. À comparer la formule des années 80 qu'on a eu avec Savini, puis la suite, c'est vrai que le sang, c'est un peu... Ça rebute quand t'es habitué à un autre genre de cinéma, là. Ouais. C'est peut-être ça, c'est un des éléments qu'on dit qui me met un petit peu off. Mais dans celui-là, j'ai trouvé comme pas pire. Ben, vu que c'est off-screen plus, ça passe mieux. Ouais.
Mais tu sais, il y a des splashs, tu vois un peu. Je trouvais que c'était quand même pas pire. Je trouvais que c'était plus liquide que Guacho. Je te dirais là-dedans. Mais ça, ceci étant dit, donc musique. Moi aussi, je trouve l'entre-deux, là, tu disais la scène de poursuite, là. Moi, cette partie-là, c'est comme... c'est bizarre, c'est là que j'ai moins retenu cette séquence-là parce qu'on dirait que je suis moins attentif. Moi aussi, je trouve qu'il y a comme cette partie-là. Parce que le début, ça commence, wow! Ouais, ça commence bien. C'est OK, c'est un mystère, qu'est-ce qui s'est passé? La fin, moi aussi, j'aime bien. Le milieu, un petit peu, que je te dirais. Sinon, troisième élément, je t'en ai parlé aussi, c'est dans la scène où Julia se fait attaquer, je la trouve un peu moins bonne. Ça, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus tout au long du film. Là. On a à peine parlé, c'est pas pour rien. Elle n'est pas très marquante. Là. Elle est comme, tu sais, importante pour la fin, mais pas l'actrice comme telle, c'est pas marquante comme d'autres qu'on aurait pu voir dans d'autres films. Bon, c'est pas le personnage principal, mais quand même. Donc, OK, c'est super. Donc, avant d'aller vers la note, je vais te demander, est-ce que ce film-là, tu dirais, tu sais, des fois, quand on va sur des chaînes, on peut le louer, on peut l'acheter, ou on peut simplement dire ça m'intéresse pas. Donc, est-ce que ce film-là, tu dirais, on l'achète, on le loue, ou on passe? On le loue. Moi, ça serait loué. Acheter, peut-être pas. Il y a d'autres Argento à acheter là, avant, là, plusieurs autres même. Absolument. Puis, fait que non, je le louerais par contre, parce que comme j'ai parlé aussi pour le Don't Torture Duckling, je trouve que j'ai mis au même niveau. Puis c'est pareil, Don't Torture Duckling, c'est sûr, je te dis, oui, loue-le, c'est bon, ça vaut la peine. Fait que je suis dans cette catégorie-là pour l'oiseau plumé. Le plumage de cristal. Le cristal. Le cristal plumé. Le plumage de cristal, je suis oui, loué sans hésitation. OK. Moi, je suis dans la même veine que toi, dans le sens que tu sais, ça vaut la peine. Tu sais, c'est le premier Argento. Fait que je dirais à la personne, oui, donne-toi pour le voir son premier film, qui est quand même très bon comme un premier film. Ça vaut la peine de le regarder. L'appartenir, plus ou moins. Moi, en plus, je l'ai une des versions, puis il y a vraiment rien dans les extras. Fait que j'étais un peu déçu. Ah oui, en plus, mon Dieu. Ouais. Fait que, mais tu sais, la grosse, peut-être celui qui est plus épais, là, la version, que peut-être là, il y en a beaucoup. Moi, la version Blu-ray que j'ai, très belle version, mais pas beaucoup d'extras. Fait que louez-les à la place. Ouais, je sais pas quand est-ce que l'épisode va dropper, mais moi, je l'ai écouté sur Tubi. Fait que, fait que c'était pas cher. Bon, si vous voulez l'avoir, c'est 0$ sur Tubi. Donc, allez voir ça, quelques petits commerciaux, puis ça s'arrête là. Je t'ai pas demandé, avant d'aller vers les notes, je t'ai pas demandé tes 3 préférés d'Argento. Ça serait quoi? Suspiria. Et oui. Deep Red, que j'ai parlé aussi au podcast. Vous n'avez parlé, vous autres, avec? Vous n'avez-tu parlé? De Deep Red, pas encore. Suspiria, vous avez fait seulement. Oui. OK. Puis Ténébra. Ténébra, je l'ai pas vu. En fait, ceux que je veux voir là, très bientôt, à part les 4 mouches sur velours gris, il y a justement Ténébra, Opéra, puis Phénoména. Moi, il me manque Opéra. J'ai vu Phénoména. J'ai vu Ténébra. J'ai vraiment hâte d'écouter Opéra, pour vrai. Là. C'est juste que j'attends d'être dans le bon mood parce que j'ai l'impression qu'il va tomber dans mon top 3 Argento. Mais j'ai vraiment entendu des bons commentaires sur Opéra. Là. Ouais, aussi. Moi, c'est Ténébra puis Opéra que j'ai entendu des bons commentaires. Ténébra, je l'ai plus aimé, moi, là, que Phénoména. J'ai été un peu let-down par Phénoména. C'est un peu dans mon bas de liste de Argento, mais il est vraiment beaucoup aimé par plusieurs personnes. Là. Fait que je sais pas comment le recommander, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai mieux aimé Ténébra. Il manque quelques Argento à écouter aussi. Là, après Opéra, j'ai rien écouté à part son nouveau. Puis sinon, avec celui-là, j'étais vraiment content de venir faire celui-là, Serge, là, quand tu me l'as proposé, parce que justement, ça me donnait une bonne raison de l'écouter. Tu sais, des fois, on est hésitant, il y a du nouveau stock qui arrive sur Shudder, il y a des films des années 80 à écouter. C'est ça, là, de tourner des fois au film que tu te demandes si ça va être bon, tu veux pas, mais là, c'était une belle occasion. Là, fait que j'étais content, puis j'ai pas été déçu personnellement. Là. Je suis bien content. Puis là, on va aller vers nos notes parce que là, pour retenir, donc, tu me dis Deep Red, tu me dis... Suspiria, Deep Red, puis Ténébra. Oui, exact. Dans l'ordre. Oui, dans cet ordre-là. Super. Alors, en pourcentage, tu lui donnerais combien? Je vais y aller avec un 65. Parce que je me suis dit que, mettons... pour revenir à Don't Torture Duckling, que je trouve que j'ai des similitudes parce que Fulci et Argento, ils ont évolué un peu dans le même temps. Puis c'était les deux dans le premier film en 70, si je me souviens bien, les chacun. Là. Fait que l'autre, j'irais avec un 70%. Fait que celui-là, juste pour le différencier, c'est 65. Mais c'est sûr que ça passe. Le milieu nuit vraiment beaucoup au film. C'est ça mon problème. Ça nuit trop. Fait puis tu sais, j'aurais aimé ça un peu plus de gore. On dirait que c'était un peu neutre à ce niveau-là.
Mais sinon, c'est bien filmé, c'est quand même bien acté, il y a une bonne intrigue, fait que ça vaut 100% en écoute, puis ça vaut sa note de 65, là, je trouve ça bien, moi. C'est très bon. Puis je te dirais, la poursuite aussi, une affaire, on n'a pas dit. Puis que ça, avec, je trouve que ça... Tu sais, à un moment donné, quand il se fait attaquer par un genre de truc à viande, là, puis qu'il pète un tuyau, puis que je me suis dit, comment tu peux manquer? Tu sais, je trouvais que par moment, c'était comme trop off. Tu le tires, tu le manques. Tu viens pour le slasher pour X raison, une madame, OK, qui te le dit. Mais en tout cas, tu sais, je trouvais que l'exécution de ça, là... Quand il sort du poste de police, c'est vrai, il se fait attaquer par un... Ouais, c'est vrai. Fait que ça l'aide pas. Moi, je vais lui donner... Tu vois, c'est une thématique. Je suis 9 sur des 10. C'est un film sur des 10. Je donne 70%. C'est très bon. Donc, puis 70, je te dis, c'est un 70 que j'aime quand même. Tu sais, c'est pas 70 en descendant. Là. Je te dirais, ce 70, je me dis, j'aime bien. Puis moi, ce qui m'a amené ça à 70, je l'ai nommé tantôt, les personnages secondaires, je les ai tellement aimés. Oui. Que je pense que c'est ça qui m'a fait lever ma note un peu à 70 parce que je trouve que ça vient agrémenter le film. Tu sais, dans certains films, tu as des acteurs secondaires qui sont très secondaires. Puis d'autres que tu remarques, tu dis waouh, ils rajoutent un peu du piment au film. Celui-là, je pense que ça a été le cas avec les personnages. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai hâte de dessus, je pense que tu m'as conquis. Je vais mettre un 70 parce que tu as raison. Tu sais, la scène du peintre, c'est comme une scène un peu unique. Je vais me souvenir de ce film-là, plus son intrigue. Fait que tu as raison. 70, moi aussi, Serge. Je trouve que c'est une note qui mérite. Allons-y avec une thématique comme ça. Super. Donc, ben écoute, on a fait le tour. C'est vraiment, ça a été vraiment une belle expérience. Je suis encore dans mes premiers pas pour Rétro Terreur, mais je veux faire découvrir des films, puis je veux que les gens puissent aller voir des anciens films. Donc, ben, c'était le fun, là. Ta règle de 3, j'adore ça pour vrai. Je trouve ça vraiment cool. Puis, cool. Je trouve que tu as bien synthétisé le film aussi. J'ai aimé ça, te suivre là-dedans, là, comme pour un film qu'on se perdait en l'écoutant. J'ai l'impression que tu m'as ramené à l'ordre, là, ça a fait du bien. Ah, ben cool, merci beaucoup. Je suis vraiment content de tes commentaires. Puis, avant de terminer, ben c'est ça pour Horreur Podcast Québec. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, vous avez fait des mois où il y avait Sébastien aux commandes. Tu as eu ton mois aussi. Là, il y a eu des films d'Halloween. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Oh, c'est une bonne question, ça. Je te dirais qu'on est pas mal des gars de feeling des fois puis d'accessibilité quand ça devient difficile. Mais sinon, tu m'as inspiré quand même dans un certain sens où j'aimerais ça faire un mois peut-être de films que je dois écouter, que j'ai sur ma to-do list. Oui. Parce que j'hésitais, quand on a parlé des films que je voulais peut-être faire, il y avait Amityville Horror, qui est un must que j'ai jamais écouté, le premier, de Chanceling aussi, que je voulais écouter. Il y a d'autres films là, qui me reviennent en tête des années 70, le Peeping Tom des années 60 que j'ai pas encore écouté. Ah oui. C'est excellent. Tu as-tu écouté, Serge? Tu as-tu fait pas? Oui, très. Je l'ai pas fait, mais c'en a un que j'aimerais peut-être faire parce que c'est vraiment bien. Ouais, ben c'est ça. Là. Il y a des films de même sur ma to-do list. J'aimerais peut-être ça les plugger dans un mois thématique de films que moi, il faudrait que j'écoute. Je pense que je vais redonner le contrôle à Seb parce que les gens ont adoré la sélection de Seb a faite, là, pour vrai. Oui, vraiment super, moi. Je suis très d'accord. C'est ça. Fait que je pense que je vais redonner le contrôle à Seb pour qu'il aille rechercher d'autres films qui est curieux d'écouter parce que ça a vraiment été un mois qui a été apprécié, là. Fait que je pense qu'il y a ça qui est presque sûr que dans la prochaine saison, Seb va avoir un autre mois à lui. Il y a un autre mois des suggestions comme à chaque année. Puis moi, j'aimerais ça avoir un mois que je découvre des films que j'ai sur ma to-do list, là, comme Alec de Horror 360, là, il veut faire un nouveau segment là, pour la shame. Là. Ben là, c'est un peu comme ma shame à moi, là, un mois de shame que faut que je reprenne du retard là, tant qu'à faire un podcast d'horreur. Là. Ben écoute, je vais être honnête avec toi, moi un peu Rétro Terreur, c'est un peu pour ça que je l'ai fait, parce que je voulais aller chercher des films que soit que j'avais pas vu, je voulais faire découvrir, mais que j'aurais pas plugué à TSLP. Fait que même principe que toi, fait que bravo, vous avez fait vraiment là des mois vraiment très sensationnel dans les derniers mois. Ben, en fait, c'est toujours aussi très, très bon, mais dans les derniers mois, je trouvais ça intéressant, la nouvelle, le passage de pouvoir. Tu sais, là, je trouvais ça intéressant. C'est cool. Ouais. Mais mec, merci beaucoup pour tout ça. Écoute, nous, on va se retrouver aussi éventuellement à TSLP pour dans une des franchises de Bruno. Ben oui, c'est vrai. Puis, donc, ça s'en vient. J'ai hâte aussi au prochain challenge. Ah, on l'a pas nommé, bravo, mec, c'est vrai. Donc, pour le challenge, tu nous as plumé pour faire un jeu de mots avec notre film d'aujourd'hui. Et oui, puis le prochain. Puis de toute façon, quand l'épisode, peut-être, je sais pas, ça va peut-être sortir en décembre, l'épisode. Okay. À ce moment-là, ben, ça va peut-être être passé sur le point d'arriver, le draft d'horreur numéro 2. Donc, il y a des gars qui veulent prendre leur revanche. On nommera pas des noms ici. Mais donc, ben, bravo, Mick, pour la première.
Je pense qu'il y en a qui vont se griller de stratégie pour le numéro 2. Oui, c'est clair. Mais c'est vraiment cool, Rétro Terreur. J'ai juste ça à dire pour vrai, c'est cool. Merci Serge. Ben, merci à toi, puis écoute, on se reprend bientôt. Chers auditeurs, je vous dis tout de suite, on va vous retrouver pour les 2 autres films de la trilogie animalière de Argento. Le roman ou le film? Ok, je vais prendre quelques minutes pour te parler du roman versus le film. Le long métrage de Dario Argento est inspiré librement, je dirais, du roman de Screaming Mimi, écrit par Frederick Brown. C'est un roman policier, puis ça a été publié aussi pour la première fois en 1949. En 1966, on l'a traduit en français et on lui a donné étonnamment le nom La Belle et la Bête. Je dis étonnamment parce qu'il y avait quand même le film du même nom, mais la raison pour laquelle, probablement qu'ils ont appelé ça comme ça, c'est que dans le roman, le personnage principal danse dans un cabaret qui s'appelle Elle Madhouse. C'est une genre d'effeuilleuse, là, une stripteaseuse. Et elle a chorégraphié un numéro où elle apparaît avec son chien qui s'appelle Devil et c'est comme une simulation là, d'une attaque de Devil sur elle, mais il passe à côté, donc c'est vraiment chorégraphié et les spectateurs sont vraiment au bout de leur siège là, lorsqu'ils voient ça. L'intrigue comme telle, et on pourrait partir une petite musique là, justement pour que je puisse te résumer ça rapidement. Donc l'intrigue suit un journaliste alcoolique, Bill Sweeney, qui lutte pour rester sobre alors qu'il enquête sur un tueur en série qui a tué 3 femmes et en a blessé une 4e. Donc l'histoire commence avec Bill qui est assis sur un banc de parc, qui est vraiment chaud d'ail, et il discute avec un autre homme qui semble être probablement un sans-abri, du nom de Godfrey, mais que tout le monde appelle God. D'ailleurs, petite parenthèse, ce personnage-là n'apparaît pas dans The Bird with the Crystal Plumage, mais il reviendra dans le 3e film de la trilogie animalière et il sera interprété par nul autre que Bud Spencer. Mais ça, j'en parlerai lorsqu'on va couvrir le film. Donc Bill se promène, il voit qu'un incident est arrivé et il est témoin d'une attaque qui a été perpétrée sur une femme. Elle est par terre blessée. Elle est d'une grande beauté. Et ça deviendra aussi notre personnage principal qui se nomme Yolanda, justement la fameuse personne qui va être la danseuse du Elle Madhouse. Et il devient tellement obsédé qu'il veut trouver qui l'a attaqué, qui est le tueur qui a fait 3 autres victimes. Et il rencontrera son gérant, et il s'entendra vraiment pas bien avec lui. Les deux ne s'aiment pas et lui, il se met même à douter que le gérant est peut-être le tueur en série. Il va suivre la piste aussi d'une statuette qui devient l'élément déclencheur du personnage aussi qui se met à tuer. Comme un peu dans le film d'Argento. Argento, lui, avait plutôt utilisé une peinture, un dessin d'un homme en train d'attaquer une femme. Et lorsque Monica achète la peinture, ben ça déclenche en elle quelque chose et elle devient très très dérangée. Mais dans ce cas-là, c'est la statuette qui déclenche quelque chose chez Virginia. Donc, Yolanda Lang s'appelle Virginia. Elle a changé d'identité parce que ce qu'on apprend à la fin du roman, c'est que lorsqu'elle était plus jeune, donc quelques années auparavant, elle avait été attaquée par un homme qui était sorti d'un hôpital psychiatrique et elle est devenue vraiment traumatisée. Finalement, elle a changé d'identité et l'artiste qui a créé la statuette n'est nul autre que son frère, mais lui pense qu'elle est morte parce qu'elle est allée à l'hôpital psychiatrique et ensuite on lui a dit qu'elle était décédée, ce qui n'était vraiment pas vrai. D'ailleurs, la fameuse statuette, la raison pourquoi on appelle ça de Screaming Mimi, le film, c'est parce que son numéro de série c'est SM1, donc SM Screaming Mimi, et ça c'est le nom qui a été donné par les gens à l'usine ou les distributeurs qui l'ont appelé comme ça parce que c'était SM, puis le personnage représentait une femme effrayée, donc ils l'ont appelé de Screaming Mimi. Je veux aussi te mentionner qu'il y a une adaptation au cinéma qui a été faite aussi du film, beaucoup plus fidèle que ce que Argento a fait, qui s'appelle juste Screaming Mimi. Le réalisateur est Gerd Oswald et ça est sorti en 1958. Ce film-là, en français, on l'a appelé Le Ballet du désir, justement parce que dans le film Screaming Mimi ou Ballet du désir, le personnage principal, Yolanda, est interprété par la magnifique Anita Ekberg, qui fait un numéro à un moment donné de danse. C'est
peut-être pas sa force non plus, mais bon. Et c'est probablement pour ça qu'on appelle le ballet du désir. Dans le film, elle ne fait pas la chorégraphie avec son chien. Par contre, il y a des éléments qui sont très très proches. La grosse différence, c'est que dans le roman, on apprend beaucoup de choses à la fin, choses qui ne sont montrées dès le départ dans le film. Donc c'est un peu ça la différence, mais sinon, Bill Sweeney est là, il y a une enquête qui l'amène à essayer de découvrir qui est le tueur, donc ça se ressent quand même là-dessus. Mais je peux te résumer quand même le synopsis, c'est traumatisé après qu'on ait essayé de la poignarder sous sa douche, une stripteaseuse va suivre un traitement chez un psychanalyste dont elle tombe amoureuse. C'est l'histoire du film Screaming Mimi. D'ailleurs, si tu veux le regarder, parce que c'est quand même intéressant, Anita Ekberg, elle est hypnotisante, tu peux le trouver sur YouTube, donc cherche Screaming Mimi. C'est là que je l'ai écouté, c'est gratuit et tu vas pouvoir avoir l'histoire là, comme telle, quand même assez intéressante du film, Le ballet du désir, sauf que là, moi je l'ai vu en anglais. Donc, c'est pas mal ça pour la comparaison entre le livre et le film. Évidemment, Argento en a fait une version libre, une version qui était la sienne, mais avec quand même des éléments qu'on retrouvait, des personnages qui se ressemblent, mais qui n'ont pas les mêmes noms, et un élément qui n'est pas tout à fait le même, mais qui crée quelque chose chez un personnage qui devient dérangé par la suite. Donc, j'arrête là-dessus et je veux encore remercier Mick d'avoir été mon invité, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Et je t'invite, toi, auditeur, à revenir à Rétro-Terreur parce que je vais aussi couvrir, évidemment, les 2 autres films de la trilogie animale d'Argento. Donc, Cat o' Nine Tails, le chat aux 9 queues, et aussi Four Flies on Grey Velvet, 4 mouches sur velours gris. Donc ça s'en vient très très bientôt. Donc merci d'être là et continue à nous écouter, que ce soit à TSLP ou à Rétro-Terreur. Alors reviens te balader avec moi, c'est une invitation formelle. Bye bye. It's alive! It's alive! It's alive! Kill her, Mommy. Kill her. Did you die in this house, Joseph? Father. The blind always live in the rooms they left unlit. We all go a little mad sometimes. Listen to them. Children of the night. What music they make. You don't belong in the world. That's what it is. Oh, you're so cool, Brewster! Silent Break!